Merci, merci aux organisatrices. J'ai donc un regard qui est partiellement extérieur à votre monde de l'archéologie, et en même temps, en ayant été assidu sur ces 2 journées, j'ai vécu aussi le sentiment d'être très proche, venant d'une discipline où finalement l'acquisition se fait par collecte. Et je crois que bien des points seraient à discuter en dehors de l'espace actuel sur les comparaisons qu'on peut faire entre toutes les disciplines qui sont basées sur la collecte d'éléments matériels, en fait, pour déterminer le progrès des connaissances. Je voudrais faire 2 interventions complètement différentes, donc ça fait 5 minutes, si j'ai bien compris. La première, c'est par rapport aux difficultés qu'il y a eu à définir finalement ce que c'était l'éthique, la déontologie, pour participer donc aux travaux du Comité national d'éthique des sciences de la vie. C'est quand même le premier qui a été créé, non seulement en France, mais au monde, hein, par François Mitterrand en 1983. Cette ancienneté, je vais vous laisser juger, mais cette ancienneté, elle s'appuie en fait sur une évolution de la définition de ce comité et sur 3 textes. Et je crois quand même que l'hésitation, même au plus haut niveau, est intéressante. En 1983, ce n'est pas une loi, c'est un décret. Et le but du comité, c'est de donner des avis sur les problèmes moraux qui sont soulevés par la recherche dans les domaines de la médecine et de la santé. C'est en même temps, on peut s'interroger même sur cette rédaction, hormis le terme moral, hein, qui sont soulevés par la recherche. Donc il y a des problèmes, la recherche soulève des problèmes, c'est la première rédaction. Avec les lois de bioéthique, il y a une nouvelle version de définition du comité d'éthique, c'est avec la loi de 1994. Il s'agit alors à ce moment-là pour le comité d'éthique de publier des recommandations sur les problèmes éthiques soulevés, c'est encore les sciences qui vont soulever des problèmes, les problèmes éthiques soulevés par les progrès de la connaissance scientifique et par la recherche. Là, on introduit une nouvelle idée. Probablement que ce qui est intéressant pour un comité d'éthique, c'est de regarder les tensions qui vont être établies par les progrès de la connaissance. Et puis, une 3e rédaction, je suppose que ça sera la dernière, ça va continuer d'évoluer, une loi en 2017, la mission du Comité national d'éthique est de donner des avis, on revient à des avis et non plus à des recommandations, sur les problèmes éthiques et les questions de société, voilà quelque chose qui est introduit de manière nouvelle, soulevé par, et c'est réaffirmé, les progrès de la connaissance dans les domaines de la biologie, de la médecine, de la santé. Donc, on a eu du mal, vous avez eu du mal à définir ce qu'était l'éthique, qui pour moi est davantage un processus, hein, une démarche intellectuelle qu'on a, et qui, à mon sens, se retrouve dans beaucoup d'endroits, et à mon sens, c'est à distinguer de la déontologie, où on a souvent un problème qui vient aussi du franglais, hein. Le code de déontologie de l'ICOM, dans la version anglaise, c'est Code of Ethics. Hein. Les anglo-saxons font beaucoup moins la différence que nous entre une éthique, à mon avis, principe, et une application professionnelle qui est la déontologie. Et beaucoup des comités d'éthique et des codes d'éthique, à mon avis, qu'on trouve aujourd'hui, y compris en France, sont, dans le meilleur des cas, des codes de déontologie, voire simplement des déclarations de lobbying d'une profession vis-à-vis d'autres. Par rapport à la définition de à quoi va s'appliquer cette éthique, ça a été cité ce matin, brièvement, mais je suis surpris qu'il n'y ait pas eu plus de références à ça. Il y a quand même, il n'y a pas que le code du patrimoine, il y a quand même le code de la recherche. Le code de la recherche définit quand même dans son premier article, qui est l'article 111.1, le contexte dans lequel on doit tous travailler. Et ça va jouer sur la suite des choses que je pense qu'on aurait à discuter. Qu'est-ce que définit le code de la recherche dans son premier article, premier alinéa ? Accroître les connaissances. Dans le 2e alinéa, partager la culture scientifique, technique et industrielle. 3e alinéa, valoriser les résultats de la recherche au service de la société. Et là, c'est
c'est un peu développé, et ça renvoie quand même à des choses qui ont été évoquées, aux défis sociétaux, besoins sociaux, économiques et du développement durable. Promouvoir la langue française, et en deuxième article, on insiste sur le développement des sciences humaines qui doivent être considérées comme des sciences. Donc, on est quand même si la définition, les accords ou désaccords qu'on peut avoir sur les limites de la démarche éthique, qui, à mon avis, n'est ni de la morale ni de la déontologie, peuvent quand même se faire en référence à des éléments qu'on a, qui sont des éléments législatifs à ce moment-là, qui sont le code de la recherche. Quand je dis qu'il faut les distinguer de la déontologie, je vais prendre un exemple qui est peut-être caricatural, mais il touche à notre milieu. Il y a le code de déontologie, des fois, qu'on dit rapidement, des commissaires-priseurs. Ouais. En fait, c'est le code des obligations déontologiques des opérateurs de vente volontaire des meubles aux enchères publiques. C'est comme ça que ça s'appelle. De manière extrêmement habile, et c'est là où je parlais tout à l'heure de lobbying, c'est quand même un code de déontologie qui fait l'objet d'un arrêté du 21 février 2012. Et personne n'a pour l'instant contesté cet arrêté. Or, je ne résiste pas au plaisir, l'opérateur des ventes publiques s'abstient de présenter à la vente tout ou partie de corps ou de restes humains ou tout objet composé à partir de corps ou de restes humains, sauf s'il constitue sans équivoque des biens culturels. Alors, si on n'est pas là, dans une démarche de lobbying extrêmement habile, où ce n'est pas de l'éthique, mais bien de la défense d'une corporation, avec ce problème tout à fait réel qui se pose vraiment aujourd'hui des ventes en place publique d'éléments culturels, y compris de restes humains, avec la soumission de ventes, y compris dans des ventes très célèbres. Si on prend la vente Berger, avec le comité des ventes publiques, il y a quand même eu nécessité de faire une grosse pression pour que certaines pièces qui étaient, par exemple, des livres reliés avec de la peau humaine véritable, tatouée avec traces de l'épaule et des poils du sein droit. Donc, il y a dans des ventes publiques importantes et sans arrêt dans des ventes publiques moins importantes des propositions de vente. Donc, à l'heure actuelle, en termes de démarche éthique, là, notre collègue qui est président du Conseil des ventes publiques, essaie de faire que même si ces objets sont culturels, quel objet n'est pas culturel, eh bien, ils soient retirés de la vente. Mais c'est les contradictions qu'on a vues dans les débats d'hier et d'aujourd'hui. Ils sont retirés de la vente publique. Que deviennent-ils pour autant après dans des ventes qui ne sont pas publiques? Alors, sur cette base-là, c'était pour vous donner un peu le contexte et pour quand même être très court, cette démarche que je développe depuis longtemps, depuis maintenant presque une trentaine d'années qu'on avait mis en place le DEA de muséologie avec des collègues de Saint-Étienne, dont Jean Davalon, et puis après c'est devenu pour notre part le DEA, puis le master de muséologie du muséum. D'emblée, on avait essayé de mettre des éléments d'éthique, et entre autres, certains de nos étudiants avaient été très impliqués, par exemple le collègue évidemment conservateur du musée de Rouen quand il y a eu la tête maori, qui était un de nos élèves. Sur cette réflexion longue, ça nous a amené à être chargés d'une mission confiée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et le ministère de la Culture sur la question des restitutions. Et presque immédiatement, on a essayé de faire en sorte de dire que dans le domaine des restes humains, la question majeure n'est pas la question de la restitution, mais la question de la gestion, dont la restitution n'est qu'un des aspects. Et cette gestion, elle comprend la question, entre autres, de la valorisation, de l'usage éthique qu'on peut faire de ces pièces. Donc je voudrais quand même vous donner quelques éléments parce que, de mon point de vue, ils devraient vous interroger. Aujourd'hui, sur le deuxième rapport, il y avait un premier rapport qui a été publié il y a déjà quelques années, qui
qui est consultable au niveau informatique sur le site du ministère de la Culture, dans les rapports au Parlement. Le deuxième rapport a été diffusé aux 2 tutelles ministérielles. Pour l'instant, vous n'en avez pas vu trace dans les médias. J'espère que quand même il y aura une suite. C'est vrai que je pense que les médias, enfin pas les médias, les tutelles sont un peu gênées. Travailler sur l'hypothèse qu'il y a quelques dizaines, voire quelques centaines de pièces problématiques qui posent des questions éthiques, c'est jouable. Là, le repérage que j'ai mis dans l'étude, évidemment, on n'est pas de cet ordre-là. On est sur le repérage sur la base déclarative, je pense, de l'ensemble des universités. On est sur la base déclarative de 52 universités, dont 27 ont répondu qu'elles avaient des restes humains, et la base déclarative d'à peu près la moitié des musées de France, ce qui est une bonne réponse, vu malheureusement le fait que de nombreux musées de France n'ont en fait plus d'équipes de professionnels pour bien souvent pouvoir répondre à des questions dans de petites collectivités. Donc sur 23 universités qui ont déclaré avoir des restes humains, sur 230 musées de France qui ont déclaré avoir des restes humains, en termes de repérage, et avec tous les problèmes qu'il y a, vont-ils considérer les 200 os à peu près qui constituent un squelette, ou dans tel cas un fragment, ou dans tel cas la caisse qui comporte la fouille, il demeure qu'on est à 150 000 restes humains déclarés aujourd'hui. Donc je comprends bien voilà, le petit délai qu'il y a aujourd'hui dans la réponse des 2 cabinets. Par rapport aux pièces qui posent des questions éthiques, c'est-à-dire les pièces qu'on pourrait classer de l'anthropologie physique collectée à l'étranger et de l'ethnologie ou de l'anthropologie culturelle collectée à l'étranger, on est à peu près à 6600 pièces, dont pour l'ethnologie, je dirais seulement 600. Ça ne veut pas du tout dire que toutes sont dans des situations anormales, mais ça pose évidemment question. Dans les universités et les muséums d'histoire naturelle en région et le muséum national, on est à peu près à 30 000 pièces qui relèvent de l'anthropologie physique comparée et de l'anatomie comparée. Et pour arriver aux 150 000 et quelques pièces repérées, eh bien évidemment, il faut ajouter toute l'archéologie. Et donc ça veut dire que l'archéologie constitue aujourd'hui la grosse part des pièces présentes dans les collections des établissements publics français, les collections patrimonialisées, sans considérer ce qui est dans les dépôts de fouilles et structures dépendant directement de la direction de l'archéologie, avec d'un côté une petite entité qu'on peut parfaitement identifier, qui sont les pièces qui relèvent de l'égyptologie, largement d'ailleurs sous forme de momies coptes dans les prospections françaises, qui sont de l'ordre de 700. Et puis l'archéologie, l'ensemble archéologique moins les momies égyptiennes, où on est à plus de 100 000. Donc la question qui se pose avec vous, c'est que dans le contexte qu'on a vu hier, où en France, on ne peut pas acquérir de manière financière et faire le commerce de restes humains. Donc il est clair qu'aujourd'hui, dans les établissements travaillant sur la culture matérielle, que ce soit des universités ou des musées, les pièces d'anthropologie et d'anatomie, voire d'ethnologie, ne sont pas appelées à se développer de manière massive. Il peut y avoir des dons de manière limitée, et puis il peut y avoir de manière extrêmement encadrée par d'autres lois qui relèvent d'autres codes des prélèvements humains faits aujourd'hui avec le consentement des individus. Donc l'essentiel de la masse et la totalité du flux relève de vous. Et donc en termes d'éléments éthiques, ça en pose forcément. Ça en pose en termes de flux, ça en pose en termes de conservation. Aujourd'hui, l'argumentaire, si on se rappelle par exemple le projet de loi du député Mancel, c'est
nous, collectivités locales, sommes noyés sous les débris que conservent les réserves de nos musées. Donc ça sert d'argument contre, y compris une politique, on va dire, de développement scientifique des collections, quels que soient les termes. Et dans le même temps, je dois dire que dans l'enquête, hier il a été dit qu'on avait vu des collections dans des sacs plastiques. Moi j'en ai même vu qui n'étaient pas dans des sacs plastiques, hein, qui étaient par terre, voilà, et avec les champignons qui montent dans les parties où il y a assez d'humidité. Donc il y a quand même une réalité de cet élément qui se pose. Et puis il y a l'usage qui va être fait après en termes de valorisation, d'exposition, avec tous les problèmes éthiques que ça pose, et de recherche. Donc pour moi, ce qui n'a pas été, parce que c'est ce qui m'avait été demandé aujourd'hui de faire, qu'est-ce qui n'a pas été traité dans le colloque et qui mériterait d'être traité, c'est cette question du flux, sur lequel vous avez en tant que discipline une responsabilité. Et si on considère la valorisation de ces collections, leur rapport à la société, probablement de mon point de vue, de se poser davantage qu'aujourd'hui la question de comment intégrer dès le moment de la collecte, serait-elle une fouille de sauvetage, le devenir de cette collection en rapport avec la société et en rapport avec ce que dit le code de la recherche, c'est-à-dire partager la culture scientifique. Alors il a été dit ce matin par une intervenante que peut-être il fallait rompre avec le modèle des musées. Oui, d'ailleurs, pourquoi pas, dans ce modèle français qui est très patrimoine hors des lieux, alors que dans d'autres pays, c'est plutôt un patrimoine sur les lieux, même en allant ne serait-ce qu'en Italie, où c'est bien plus important le patrimoine sur les lieux. Il y a, à mon avis, une réflexion à avoir qui est d'ordre éthique sur comment intégrer, dès la phase de collecte, dans le programme de valorisation et de recherche, l'usage qui va en être fait, y compris vers la société. Voilà. Je sais que j'ai été trop long. Merci. Merci pour ce premier élément de synthèse. Je vais laisser la parole maintenant à Cécile Michel. Quelques mots pour vous présenter. Vous êtes directrice de recherche au CNRS, vous êtes rattachée à l'UMR Arscan et vous êtes professeure à l'Université de Hambourg. Vous êtes assyriologue, vous travaillez sur les sources cunéiformes découvertes au Proche-Orient et vous vous êtes spécialisée sur l'histoire du deuxième millénaire avant Jésus-Christ. Vous êtes membre de la mission archéologique de Kultepe en Turquie. Je ne sais pas si on prononce bien Kultepe, c'est ça. Et puis, vous êtes par ailleurs présidente du conseil scientifique de l'Institut des sciences humaines et sociales du CNRS. Vous présidez également depuis 2014 l'International Association for Assyriology. Et dans ces cadres, vous avez lancé une vaste réflexion sur les questions éthiques auxquelles sont confrontés les archéologues spécialistes du Proche-Orient. Et je crois que vous allez nous en toucher quelques mots, entre autres. Tout à fait, merci. Et merci beaucoup aussi à Béline et Ségolène pour ce colloque fort passionnant. Donc on a parlé tout à l'heure de fake news. Ça c'est quelque chose que nous avons aussi débattu au sein du conseil scientifique du CNRS en vue de la loi qui doit passer. Donc je ne vais pas revenir trop là-dessus. Mais il y a eu un débat sur savoir que faire. Faut-il passer du temps à éduquer, de la pédagogie, pas de pédagogie. Pour moi c'est évidemment indispensable de perdre du temps, parce que vous passez son temps, pas perdre, mais passer son temps à faire de la pédagogie. Mais je voudrais prendre mon autre casquette, donc celle d'assyriologue. Donc c'est une petite communauté qui travaille essentiellement à l'international, parce que l'association regroupe 450 membres. Si vous rajoutez là-dessus les archéologues qui travaillent sur le Proche-Orient, on arrive à un millier à peu près, un peu plus. Donc on est une petite communauté, et forcément, on ne travaille pas au niveau national, mais on travaille au niveau international. Et ça, c'est important. Alors, effectivement, moi, je suis arrivée à la tête de cette association au moment où Daesh arrivait sur Raqqa en Syrie et à Mossoul en Irak. Donc, c'était très concomitant et j'étais tout de suite saisie par des questions éthiques, puisque plus généralement, on travaille sur des pays en guerre depuis, si on revient en arrière, depuis 1975 avec la guerre civile au Liban, après la révolution culturelle en Iran, après la guerre du Golfe en 90, puis vous avez l'attaque en 2003 et le pillage du musée de Bagdad, et puis l'arrivée de Daesh et la guerre civile en Syrie et l'arrivée de Daesh en Irak et en Syrie. Donc vous voyez qu'on travaille sur un terrain qui est tout le temps
en guerre, avec, sans parler des centaines de milliers de vies humaines qui ont été perdues au cours de ces guerres. Et donc, dès le début de mon mandat à la tête de l'association internationale, je me suis intéressée effectivement à savoir comment, en tant que chercheur, quand on travaille dans des pays en guerre ou dans des pays qui ne respectent pas les droits de l'homme, puisque moi je travaille en Turquie, on devait agir selon sa propre déontologie, mais aussi selon, plus généralement, une éthique du chercheur. Et c'est pour ça que je reviens à ce qu'a dit Antoine Moulinier tout à l'heure, puisque c'est moi qui ai effectivement saisi le comité d'éthique du CNRS en janvier 2016, après la tenue d'un colloque organisé par des collègues à Bagdad, alors que Alep était sous les bombes. Donc vous pouvez imaginer comment c'était au sein de la communauté internationale. Donc, on a réfléchi à ces questions éthiques et je voudrais développer 2 aspects par rapport à ces questions-là. D'abord, comment doit-on agir en tant que chercheur quand on travaille dans ces pays qui sont en guerre ? Il faut respecter évidemment les lois et les règlements des pays dans lesquels on travaille, ça va effectivement de soi. Coopérer scientifiquement avec les collègues locaux, former les étudiants de la même façon qu'on le fait chez nous, ça va aussi de soi. Et bien sûr, agir selon sa propre conscience. Et il est clair qu'en discutant avec les collègues, on n'a pas tous le même, on va dire, la même réflexion par rapport à sa propre conscience. Il y a eu énormément de dommages qui ont été effectués dans ces pays. Donc, il faut bien sûr contribuer à l'évaluation des dommages. Et c'est notre rôle en tant que chercheur aussi, bien sûr, de renseigner la société et les médias sur les conséquences des destructions. Donc, ça, c'est la part pédagogique. Et cette part pédagogique, elle est fondamentale. On a vraiment besoin de revenir là-dessus très régulièrement. On doit apporter soutien et concours aux collègues locaux, qui soient encore sur place ou qu'ils aient été exilés. Vous avez pu entendre hier soir chez Kamous Ali, qui est un de mes collègues, et qui témoigne des destructions du patrimoine en Syrie. Il faut bien sûr avoir une extrême prudence avant d'établir des relations avec des partis politiques. Donc, effectivement, si vous organisez un colloque international à Damas avec la présence d'un ministre du régime de Damas, alors que le régime de Damas est en train de pilonner Alep, vous comprenez qu'il y a quand même un petit problème quelque part. Et ce n'est pas toujours facile de faire comprendre cela aux collègues. Il y a d'autres moyens de faire. Évidemment, on veut venir en l'aide des services des antiquités syriennes qui font ce qu'ils peuvent pour évaluer les dégâts, mais on peut faire la même chose au Liban. Ils peuvent venir au Liban, on n'est pas obligé d'aller faire ça, parce qu'après, c'est récupéré. C'est récupéré par la télévision syrienne, c'est récupéré par la presse syrienne, etc. Donc, ce n'est pas sans conséquence. Donc, avoir une extrême prudence et assister, bien sûr, dans la mesure du possible, les organisations, les organisations qui viennent pour le patrimoine, etc. Mais l'aspect que je voudrais développer aussi, qui est plus propre à ce qui nous arrive à nous, chercheurs qui travaillons sur les artefacts archéologiques exhumés dans le Proche-Orient, eh bien, c'est que Saddam Hussein, par le passé, avec tous les défauts qu'on veut bien lui attribuer, mais était féroce contre le pillage des antiquités. Donc en fait, il n'y en avait pas trop, au moins en Irak, avant les années 90. Avec évidemment l'embargo américain en 90, qui fait que les gens dans les campagnes ont crevé de faim littéralement, donc on ne peut pas leur en vouloir, ils sont allés déterrer quelques artefacts pour les vendre, pour nourrir leur famille. Donc ça a commencé à s'ouvrir. Et puis, 2003, avec le pillage du musée de Bagdad, là, on est arrivé à un pillage plus organisé. Et ce pillage plus organisé a été quasiment institutionnalisé avec Daesh. Donc, forcément, il y a eu une explosion d'objets archéologiques et de tablettes cunéiformes qui se sont retrouvés sur le marché des antiquités. Et là, vous avez une communauté internationale de chercheurs qui est fondamentalement divisée. Quelle doit être notre attitude ? Alors, je sais que c'est un sujet qui a été soulevé hier, mais quelle doit être notre attitude par rapport à ces objets qui se retrouvent sur le marché des antiquités, qui sont chez des collectionneurs, et forcément, on vient nous demander d'expertiser, ou du moins de renseigner sur qu'est-ce que les gens ont acheté. Alors là, vous avez 2 écoles. Je vais me placer par rapport aux tablettes cunéiformes, puisque c'est ce que je fais. En fait, je suis plus historienne, même si je fréquente les chantiers archéologiques. Donc, dans les textes, vous avez beaucoup de sources, beaucoup de données historiques fondamentales.
qu'est-ce qu'on doit faire quand un collectionneur vient vous voir et vous demande, bon ben voilà, j'ai un lot de tablettes, qu'est-ce que je dois faire? Alors il y a ceux qui disent déjà, ces tablettes proviennent du marché des antiquités, elles ont été arrachées à leur contexte archéologique, on a déjà perdu la moitié des informations. Si on ignore le contenu même des textes, on leur offre une seconde mort, on les enterre définitivement, c'est même pas la peine. Et puis il y a ceux qui, partisans plus peut-être d'un autre type de déontologie, qui ont peut-être plus aussi l'approche archéologique de ce matériel, disent mais non, parce que si on publie ces tablettes, on va leur donner une valeur supplémentaire, donc ça va booster le marché des antiquités, et ce n'est pas du tout ce qu'on veut faire. Donc vous avez une école, en Europe, il y a beaucoup de discussions, mais aux États-Unis, c'est un débat qui est, mais la communauté est divisée vraiment, scindée en deux, à tel point que vous avez ceux qui publient, qui ont créé leur propre collection, etc., ceux qui les accusent, et des journaux scientifiques qui refusent de publier des contributions, même si ça ne porte pas sur ces objets-là, de ceux qui, par le passé, ont déjà publié des textes qui viennent... Alors, on appelle ça des textes de provenance inconnue. C'est régi par il y a eu un texte de l'UNESCO en 1970 qui régissait les biens culturels, et donc pour nous c'est la limite, c'est-à-dire tout bien acquis après 1970 est un objet de provenance inconnue, et ça a été renforcé spécifiquement pour l'Irak et la Syrie par une décision des Nations Unies en 2016 en demandant la restitution de ces objets à ces pays du Proche-Orient. Donc il y a un problème déontologique, et en tant que présidente de l'association internationale, bien sûr, j'ai été mise devant le fait de dire qu'est-ce qui était bien ou qu'est-ce qui était mal. Ça ne marche pas comme ça, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Mais quand même, il y a des choses à respecter. Alors, d'accord, on peut critiquer ceux qui publient ces objets et qui leur donnent de la valeur, mais ceux qui font ces critiques doivent après s'interdire de citer ces publications. Sinon, où est la déontologie ? Je veux dire, on ne peut pas reprocher à certains de publier ce matériel scientifique pour après en faire usage abondamment puisqu'il est publié. Donc voilà, il faut quand même avoir un juste milieu. Alors moi, dans mon discours et dans l'espèce de guide éthique que j'ai essayé de rédiger avec quelques collègues, là où on veut mettre le point, c'est chacun fait en sa propre conscience, mais le point important, c'est quand on vient à connaître une collection, se renseigner sur la date de formation de la collection et commencer par éduquer le collectionneur. Éduquer le collectionneur, c'est lui dire que s'il a acheté des objets sur le marché des antiquités depuis 2014, c'est qu'il a financé Daesh, il est complice de Daesh. Alors là, les gens, ils ne réalisent pas toujours, bah oui, mais c'est ça. Et si c'était avant, ben c'est pas bien non plus. Il y a des lois qui régissent les antiquités, etc. Donc il faut faire de la pédagogie. Et je pense que c'est là le maître mot, c'est là c'est pas une solution, mais c'est le moindre mal. Il faut vraiment faire de la pédagogie. Donc finalement, notre guide éthique, on est en train d'essayer de faire commenter par la communauté, hein, c'est un débat collectif, insiste sur cet aspect-là. Voilà, je voudrais finir là-dessus. Merci beaucoup. Au tour maintenant de Christian Gaït Saint-Pierre. Vous avez déjà été présenté ce matin, mais je me permets de rappeler quand même quelques éléments, parce que peut-être que certains d'entre vous sont arrivés entre-temps. Christian Gaït Saint-Pierre, vous êtes professeur d'archéologie au département d'anthropologie de l'Université de Montréal. Vous êtes responsable du laboratoire d'archéologie préhistorique. Vous êtes tout à la fois archéozoologue, tracéologue, céramologue, technologue, et vous utilisez toutes ces compétences pour étudier les populations autochtones du Québec et du Nord-Est américain, comme on a pu le voir ce matin. Et vous vous intéressez bien évidemment par ailleurs beaucoup aux questions éthiques en archéologie, que vous enseignez d'ailleurs à l'université. Et puis vous êtes par ailleurs président du comité de défense de l'intérêt public de l'Association canadienne d'archéologie. Je vous laisse la parole. Merci. Moi, un de mes premiers réflexes, un peu comme mon confrère de droite, ça a été d'identifier certains points qui n'ont pas été traités durant le colloque. Ce n'est pas du tout un reproche. On aurait pu parler d'une très grande variété de sujets, mais certains méritent d'être au moins mentionnés pour peut-être poursuivre la réflexion un peu plus tard. Dont le premier, justement, l'enseignement de l'éthique. L'éthique n'est pas
pas toujours, pas souvent enseigné. Alors, c'est quand même un aspect important dans notre formation. Ça l'est dans beaucoup de disciplines, surtout dans les sciences pures, moins dans les sciences molles, mais ça devrait l'être pourtant tout autant. On interagit peut-être encore plus avec, peut-être pas les archéologues, mais les gens en sciences humaines, on interagit peut-être encore plus avec l'humain que nos confrères des sciences pures. Donc, c'est un domaine qui devrait être enseigné. Maintenant, comment le faire, ça, c'est une autre question, mais ça devrait être fait. Et c'est très bénéfique pour nos étudiants qui ne sont... même chez nous, même si moi, je commence à enseigner l'éthique, c'est un travail qu'on commence à peine à faire. Et on sent que ça manque à nos étudiants. On le voit très, très clairement. On a chez nous beaucoup de concours éthiques, soit au sein des grandes associations d'archéologie. La Society for American Archaeology en a un, la Society for Historical Archaeology en a un. Plusieurs universités organisent des concours interuniversitaires. Nous, on en faisait un entre l'Université de Montréal et l'Université Laval à Québec. Ségolène pourrait, en fait, elle en a été plus que témoin. Elle y a participé. Et juste pour vous donner une idée, donc l'Université Laval, où cette formation en éthique est obligatoire, dans les à peu près 10 ou 12 derniers, peut-être pas tout à fait les derniers concours, mais au moins les 10 premières éditions de ce concours, ils ont gagné à chaque fois parce que nos étudiants de l'Université de Montréal n'avaient aucune formation en éthique. Donc, c'est là où on a vu que, OK, ça fait une différence d'avoir une formation en éthique offerte à nos étudiants qui sortent mieux préparés avec cette formation. Parce que sinon, ils ne sont pas du tout outillés, ils ne sont pas formés pour faire face à ces situations éthiques qui sont présentes partout. Okay? L'éthique, ce n'est pas juste la préservation des sites archéologiques, ce n'est pas juste comment interagir avec le public et les pseudo-archéologues et d'autres sujets comme ça dont on a parlé. Les restes humains, c'est beaucoup d'autres choses encore. Donc, on essaye d'enseigner un peu tout ça. Alors, je vais d'ailleurs continuer dans cette liste d'éléments que j'aborde souvent avec mes étudiants. Donc, toute la question aussi de la représentation de l'archéologie dans les médias et dans la culture populaire. On en a parlé un tout petit peu tout à l'heure, mais ce n'est pas juste dans les nouvelles à la télé, c'est aussi dans les jeux vidéo, dans le cinéma, dans la BD, un peu partout où on représente l'archéologie, et souvent mal, ou en fait de manière un peu erronée ou détournée. Alors, c'est un peu aussi notre devoir que de corriger cette situation-là lorsque c'est possible. La question de l'éthique des publications. Moi, j'allais dire un de mes combats. C'est pas vraiment un combat, là. Je ne consacre pas tant d'énergie à ça, mais j'y pense quand même beaucoup. Cette question du monopole des grands éditeurs, on va les nommer Wiley, Routledge, etc. Ces grands éditeurs qui, littéralement, vous m'excuserez, vous pourrez être en désaccord, mais nous exploitent. Ils nous exploitent comme des ressources. Ils tirent de nous des connaissances que nous leur offront gratuitement et ils en tirent un profit. C'est pas un scandale, ça? Bon. Moi, je pense que oui. Alors, est-ce qu'on peut tenter de résister à ça? En même temps, c'est difficile. On veut tous publier dans les grandes revues. On veut tous avoir un dossier rempli de publications avec des peer review dans Science, dans Nature et dans plusieurs autres revues comme cela. Donc, c'est un piège. On est un peu pris en otage par ces grands éditeurs. Bon, je pourrais vous en parler longtemps. J'en ai gros sur leur cœur là-dessus, mais je vais passer à autre chose. Toute la question aussi de la médiation ou de la muséologie, on en a parlé un peu aussi, mais comment c'est pas juste la conservation des collections, mais comment on présente aussi l'archéologie dans les expositions. Qu'est-ce qu'on peut présenter? Qu'est-ce qui peut être délicat ou pas de présenter dans les expositions? Bon, on est peut-être plus sensible à ça en Amérique du Nord avec nos compatriotes autochtones qui ont beaucoup de préoccupations à ce niveau-là, mais pas seulement eux. Un autre point très important, et ça, les étudiants sont à chaque fois abasourdis, et pourtant c'est une évidence, la place des femmes en archéologie. On n'a absolument rien dit là-dessus aujourd'hui, pourtant il y a au moins la moitié, si ce n'est pas plus, de l'auditoire là, ici qui est composé de femmes. Je ne veux pas être excessivement pessimiste et alarmiste, mais les conditions sont
nettement défavorable pour les femmes en archéologie, en tout cas en Amérique du Nord. Je veux pas... J'hésite un peu à aller trop loin dans les détails, parce que là aussi, je peux en dire beaucoup, mais je passe 3 heures, moi, à chaque année, à démontrer point par point, chiffres et études à l'appui, que les femmes sont systématiquement moins citées, moins subventionnées, elles obtiennent moins de postes universitaires, elles sont plus souvent dans les postes de plus bas niveau. Et la liste s'ajoute comme ça, mais j'ai des références, là, c'est tout documenté, ça. Alors, les filles, à la fin de ces 3 heures, elles sont, je les ramasse presque à la cuillère, parce que c'est vraiment déprimant, mais il faut le dire, ça. Il faut que ça soit su, puis c'est notre job, à nous aussi, les hommes, d'accompagner les femmes pour changer cette situation-là. C'est pas juste à elles de faire ce travail, il faut travailler avec elles pour changer ça. Bon. Ensuite, l'engagement à l'activisme, est-ce que c'est une posture éthiquement acceptable que d'être un archéologue ou un anthropologue engagé, activiste? Certains vous diraient que non, moi je vous dirais que oui, mais on pourrait en débattre. Est-ce qu'on est moins objectif si on est engagé dans sa recherche, si on veut faire de sa recherche quelque chose qui a un impact sur la société? Est-ce qu'on veut faire de la recherche simplement pour produire des données ou on veut que ces données puissent être utilisées pour, je vais dire une grande phrase, changer le monde? Je ne veux pas être particulièrement naïf ou trop optimiste, mais on fait de la recherche un peu aussi pour ça, en tout cas en ce qui me concerne. Bon, la liste pourrait s'allonger comme ça, l'archéotourisme, tous les impacts négatifs et positifs que ça entraîne, etc. Alors, je ne vais pas trop m'éterniser là-dessus. Est-ce que je peux encore prendre une petite minute pour glisser un point sur un aspect qui a été touché cette fois par d'autres de mes collègues cet après-midi sur l'archéologie préventive, ce qu'on appelle chez nous aussi l'archéologie de firme ou l'archéologie contractuelle, qui vient avec son lot de problèmes assez importants. Et je ne veux pas, là non plus, dénigrer le travail de ces gens qui sont mes collègues très près. J'ai moi-même travaillé pendant 12 ans dans ces firmes-là avant d'être engagé à l'université. Donc, je connais très bien le milieu. Il y a des gens fantastiques qui font un travail formidable dans les firmes privées, mais ils fonctionnent dans un système qui vient avec une série de contraintes qu'il faut, là aussi, dénoncer parfois. Et juste pour vous dire qu'en Amérique du Nord, c'est un système qui est 100% ouvert à la concurrence. Il y a 0 INRAP, ni au Québec, ni ailleurs au Canada, ni aux États-Unis. Moi, je rêverais d'avoir une INRAP. Je ne veux pas vous faire la morale, là, je ne suis pas du tout mal placé pour ça, mais prenez-en soin de votre INRAP. Moi, je donnerais tout pour avoir un système comme celui-là, bon, qui vient avec ses problèmes aussi. Là, je comprends que ce n'est pas l'idéal, mais chez nous, c'est presque... Bon, pas catastrophique, mais tout mène vers un nivellement par le bas. Les salaires, les conditions de travail, la qualité du travail, les étudiants, surtout, sont un peu démoralisés en ce moment de se retrouver dans ce milieu qui engage la majorité des archéologues, parce que c'est 80% de l'archéologie qui est faite par ces firmes privées en archéologie partout en Amérique du Nord. Alors, il y a un petit mouvement de contestation là, qui s'organise pour... assurer au Québec, en tout cas, des conditions de travail minimales, donc avoir un minimum de congés, un salaire qui est décent pour des gens qui, écoutez, ont des doctorats, des post-doctorats, mais qui sont payés le même salaire que... Bon, je ne vais pas dénigrer les plombiers ou les comptables, mais quand même qui ont des formations beaucoup plus, enfin, moins développées et qui ont des salaires presque de misère. C'est pas acceptable, ça non plus. Donc, résistez, ne vous engagez pas, en tout cas, c'est mon avis, ne vous engagez pas sur cette voie qui ne mène à rien de bon, si ce n'est que d'avoir de l'archéologie qui est faite à bas coût. C'est tout. C'est, à mon avis, le seul avantage à produire une archéologie de ce type-là. Bon, alors je vais m'arrêter là-dessus aussi parce qu'on pourrait en dire sans doute beaucoup, mais ça sera suffisant pour l'instant. Merci beaucoup. Et enfin, je vais laisser la parole à Christine Dosquet. Christine Dosquet, vous êtes médecin hématologue à l'hôpital de Saint-Louis. Vous êtes habilitée à diriger des recherches et vous êtes par ailleurs présidente du comité d'évaluation éthique de l'INSERM. Je rappelle l'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale.
Donc c'est un comité, je pense que vous allez nous en dire quelques mots, mais juste quelques mots d'introduction. C'est un comité qui a pour mission de rendre des avis sur des projets de recherche impliquant directement ou indirectement l'homme dans le domaine biologique et médical, mais aussi en sciences humaines et sociales. Et ce comité a pour but d'accompagner les investigateurs de telle sorte que la démarche éthique fasse partie intégrante de la démarche scientifique. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Alors, clairement, je remercie les organisatrices pour ce colloque et pour leur invitation, mais surtout, je les félicite pour avoir cette réflexion aussi tôt dans leur carrière, ce qui est quand même quelque chose de rare et d'extrêmement important. Et effectivement, clairement, donc, je suis médecin hématologue et par ailleurs biologiste dans une unité de recherche où je fais de la recherche fondamentale sur les cellules souches hématopoïétiques, mais je ne me suis pas du tout senti décalée finalement ici, mais j'ai appris par contre beaucoup de choses. Et clairement, la réflexion éthique doit faire partie intégrante de la réflexion scientifique, devrait faire partie intégrante de la réflexion scientifique dès la constitution des projets de recherche. Ça doit faire partie effectivement de la réflexion scientifique. Ça n'est pas une démarche administrative une fois qu'on a bouclé son projet et où on dit « Ah, j'ai besoin d'une accréditation éthique ». Et d'ailleurs, je n'aime pas beaucoup ce terme d'accréditation éthique, puisqu'il ne s'agit pas d'une accréditation, mais bien d'une analyse et d'une réflexion sur des projets. Donc, je vais rapidement vous parler de comité d'éthique de la recherche. Donc, effectivement, je préside le comité d'évaluation éthique de l'INSERM, qui est un institutional review board, et je vais vous expliquer ce que c'est. En pratique, parce que souvent les gens sont un petit peu perdus, il y a 3 comités qui s'intéressent, s'occupent, ont des préoccupations éthiques à l'INSERM. Le comité d'éthique de l'INSERM, qui peut être rapproché du COMETS, du CNRS ou du CCNE, qui est un comité qui est saisi ou qui s'auto-saisit sur des grandes questions. Là, il y a un groupe recherche sur l'embryon, innovation thérapeutique et le prix de l'innovation thérapeutique, donc tout ce qu'on peut imaginer. Et par ailleurs, une délégation à l'intégrité scientifique qui effectivement se préoccupe des problèmes d'intégrité scientifique qui rentrent souvent plus dans la déontologie finalement que dans l'éthique vraiment. Alors, donc, il s'agit d'un comité d'éthique de la recherche et ce terme de comité d'éthique de la recherche est accepté et utilisé à l'international et c'est, à mon avis, le terme qu'il faut utiliser. D'ailleurs, je fais partie de l'EUREC, qui est l'organisation européenne, le réseau européen des Research Ethics Committee. Et donc, il est enregistré comme Institutional Review Board. Cet enregistrement correspond à un enregistrement auprès du NIH, donc le ministère de la Santé américain, et auprès d'une structure qui est l'Office of Human Research Protection. Qu'est-ce qu'on enregistre? On enregistre le PDG de l'INSERM et ses coordonnées, dans le cas particulier la présidente du comité et ses coordonnées, et les différents membres. Dans le cas particulier, nous sommes actuellement 12 membres, et leur discipline. Et donc ce comité est très interdisciplinaire. Nous avons 5 membres des sciences humaines et sociales autour de la table. D'ailleurs, ils m'ont beaucoup éduqué. Et effectivement, notre comité est reconnu, est habilité pour la recherche en santé et pour les recherches en sciences humaines et sociales. D'ailleurs, actuellement, nous voyons environ 60% de nos projets sont des projets en sciences humaines et sociales. Donc le comité est officiellement, pour rebondir sur ce que nous a dit Antoinette Molinier sur le COMETS du CNRS, il se trouve que notre comité rend des avis pour des projets portés par des chercheurs de l'INSERM, mais il y a donc effectivement un accord avec le CNRS pour que nous rendions également des avis sur des projets du CNRS, mais en pratique, nous rendons des avis sur d'autres projets académiques et en particulier sur des projets portés par des universitaires. Cependant, il y a un grand déficit de comités d'éthique de la recherche en France et il faut absolument que des comités alors là aussi, il faudrait un code de fonctionnement des comités d'éthique de la recherche, mais des comités d'éthique ayant une vraie
réflexion éthique, parce que je pense sincèrement qu'un certain nombre de comités n'ont pas forcément les compétences pour analyser un certain nombre de projets, mais je pense qu'il faut davantage de comités d'éthique de la recherche en France et d'ailleurs. En tant que présidente de l'IRB de l'INSERM, je suis prête à faire part de notre expérience pour éventuellement aider à monter des IRB. Je suis déjà sollicitée à 2 ou 3 endroits, mais c'est indispensable. Alors, qu'est-ce qu'analyse le comité? Donc, le comité rend des avis. Il est relativement rare de rendre définitivement un avis défavorable. Par contre, malheureusement, pour la quantité de travail, il est exceptionnel, je dirais que c'est 10% des projets, de rendre un avis favorable d'emblée. C'est pour des projets très simples qu'un avis favorable d'emblée va être rendu. Mais très, très souvent, nous demandons des compléments, des modifications. Et effectivement, c'est pour cette raison que je pense que définitivement, cette démarche permet d'améliorer un certain nombre de recherches, et en particulier en sciences humaines et sociales, c'est comment sont recrutés les participants, comment sont-ils informés. J'ai posé une question ce matin sur le consentement écrit ou pas écrit, ce qui est quand même très important pour la protection des participants dans un certain nombre de situations. Donc voilà. Et donc effectivement, nous nous assurons d'une part que la loi est respectée, mais ça c'est le minimum. Il y a toujours une place pour la réflexion éthique. La loi ne règle pas tout, et effectivement, il y a une grande place pour la réflexion éthique. Ce qui m'a beaucoup intéressé au topo introductif d'hier matin, c'est les dates d'arrivée en Amérique du Nord des actes, donc des lois concernant l'archéologie, qui sont survenus dans les années 70. Et effectivement, grâce à Wikipédia, je me suis renseignée sur l'homme de Kennewick, et donc qui a été découvert en 1996. Alors c'est en fait extrêmement intéressant, puisque, alors, plus qu'un scandale, j'ai l'impression que ça a été une controverse, d'après ce que j'ai compris. Et en fait, c'est amusant, puisque c'est grâce à un séquençage génétique, enfin un séquençage de son ADN, que finalement on a confirmé qu'il était bien d'origine amérindienne, mais la sépulture n'a été faite qu'en 2016. Donc effectivement, c'est intéressant. En tout cas, c'est à l'occasion d'un choc intellectuel que ces lois ont été créées. Or, là, en ce qui concerne les comités d'éthique de la recherche, et en tout cas la réflexion éthique sur les projets de recherche chez l'homme, quelles sont les dates importantes? Alors, évidemment, il y a une date très importante, c'est 1947, le Code de Nuremberg, les expérimentations nazies. C'est exceptionnel, mais il arrive que certains chercheurs me disent vraiment c'est très contraignant, pourquoi, c'est très administratif, etc. En général, je leur dis, vous avez entendu parler des camps de concentration et des recherches dans les camps de concentration? En général, ça apaise la discussion. Alors, en tout cas, effectivement, en 1947, le Code de Nuremberg, 10 points dans le Code de Nuremberg, et le premier, c'est pas de recherche sans information et consentement de la personne. J'aime pas beaucoup le terme de consentement éclairé qui est utilisé tout le temps, parce que plus on l'utilise, moins il est éclairé. Je crois que vraiment, ce qui est important, c'est l'information et la qualité de l'information. Après, on voit. Et par ailleurs, contrairement à ce que pensent un certain nombre d'investigateurs, l'information n'est pas faite et le consentement ne sont pas faits pour protéger l'investigateur, ils sont faits pour informer le participant. Mais ce n'est pas toujours absolument clair. Et effectivement, donc là, la recherche chez l'homme après 1947 a continué, bon an, mal an, a priori, sans énormément d'éléments réglementaires. Et aux États-Unis, au début des années 70, il y a eu un scandale qui est sorti dans le Times, qui est le scandale de la cohorte de Tuskegee, qui correspondait à un suivi depuis les années 30 sans traitement d'hommes noirs syphilitiques permettant de décrire l'histoire naturelle de la maladie. Sauf que dans les années 30, il n'y avait pas de traitement de la syphilis.
Dans les années 50-60 sont apparus les sulfamides et les antibiotiques, et les hommes partaient au service militaire avec un carnet sur lequel il était écrit en cas de problème infectieux, ne pas donner d'antibiotiques. Ce qui est quand même un petit peu un problème. Donc effectivement, cette affaire a explosé. Et c'est à la suite de ce scandale, pour le coup, ça n'a pas été une controverse, mais un scandale, et c'en était un, qu'effectivement, il y a eu tout un tas de mouvements aux États-Unis. Le National Research Act, qui est une loi fondamentale pour la recherche chez l'homme, le rapport Belmont, qui a établi un certain nombre de points d'éthique, l'autonomie, la justice, enfin un certain nombre de points qui sont fondamentaux dans la réflexion éthique impliquant l'homme directement ou indirectement, et la création des Institutional Review Boards, qui sont donc ces comités d'éthique de la recherche qui, aux États-Unis, examinent tous les projets de recherche. Donc en France, la situation est différente, puisque en France, alors en plus les choses ont changé en novembre 2016, mais en tout cas, en gros, je crois qu'on peut dire qu'il y a d'une part les recherches qui sont considérées comme augmentant les connaissances biologiques et médicales, qui sont des recherches qui ont besoin d'un promoteur qui prend une assurance, plus ou moins importante selon les risques encourus par les personnes, et qui par ailleurs sont soumis à des comités d'éthique de la recherche, qui sont les comités de protection des personnes, qui existent dans la loi française, et qui existent dans la loi française depuis la loi Hurlier-Cyrus-Klin. Il ne s'appelait pas comme ça, mais ça, c'est pas très grave. Les Institutional Review Boards n'ont pas d'existence légale dans la loi française. Alors, vous allez me dire, dans ces conditions, pourquoi est-ce que les chercheurs s'embêtent à aller demander un avis à un comité d'éthique de la recherche enregistré comme Institutional Review Board? Je dirais qu'il y a deux grandes raisons. La première, c'est quand le financeur le demande, en particulier les projets européens, tous les projets en collaboration avec l'Amérique du Nord, et puis donc un certain nombre d'autres financeurs. Et puis par ailleurs, les chercheurs savent qu'un certain nombre de revues anglo-saxonnes, et je dirais que maintenant c'est beaucoup de revues anglo-saxonnes, y compris en sciences humaines et sociales, demandent un avis éthique, et donc cette régulation par les revues est une régulation extrêmement importante. Et d'ailleurs, la constitution du groupe de Vancouver, donc de ces revues qui ont dit à partir de maintenant, nous demandons un avis éthique pour toutes les recherches impliquant l'homme, date aussi de ce même mouvement des années 70 avec le National Research Act, la création des IRB, etc. Alors maintenant, pour être concret pour vous, finalement, en réfléchissant, en archéologie, si j'ai été suffisamment attentive, je dirais que je vois de ma fenêtre deux types de recherches. Des recherches qui impliquent l'homme directement ou indirectement, qui sont les recherches d'une part en sciences humaines et sociales, mais alors là je dirais qu'on est complètement dans le domaine de ce qu'on a l'habitude d'examiner. Là on se sent... On voit beaucoup de projets en anthropologie, en sociologie, en ethnologie. Donc là, on n'est pas du tout perdu. Et effectivement, certainement, les projets qui impliquent des restes humains, où clairement, il y a une réflexion éthique à associer. D'ailleurs, j'en ai discuté avec Philippe Charlier hier matin, qui m'a dit justement, je connaissais le comité d'éthique de l'INSERM, mais je n'osais pas vous solliciter. Donc, alors, au besoin, pour les restes... là, on est dans un domaine qui est quand même plus loin de nos préoccupations habituelles. Probablement, il serait soit utile d'avoir un archéologue dans le comité, pourquoi pas. Du coup, l'archéologue se cultiverait aussi sur nos autres projets, soit effectivement demander un avis, puisqu'il peut nous arriver de demander un avis complémentaire extérieur pour des recherches pour lesquelles il n'y a pas les compétences autour de la table. D'ailleurs, un élément très très important que je n'ai pas dit dans notre évaluation des recherches, la première strate d'évaluation,
c'est la qualité scientifique des projets, ce qui agace beaucoup un certain nombre d'investigateurs. Mais très clairement, une recherche dont on ne peut pas démontrer d'une manière ou d'une autre qu'elle est scientifiquement justifiée et qui implique l'homme ne peut pas être éthiquement acceptable. C'est vraiment la première strate. Et puis, je me demande si vous n'avez pas besoin de créer des comités d'éthique de la recherche pour vos autres types de recherche qui n'impliquent pas l'homme, parce que alors là, pour nous, on est là vraiment très loin de nos préoccupations habituelles, mais probablement, vous auriez besoin de comités d'éthique de la recherche spécifiques. Merci beaucoup.